Bienvenue dans le deuxième épisode de Trait d'Union dédié à la mission évaluation. En 2024, 56 000 dossiers de demande ont été reçus et enregistrés. Après cette phase d'instruction administrative, le dossier arrive au stade de l'évaluation. La MDPH a mis en place une évaluation graduée des dossiers de demande des personnes selon la nature de la demande et la complexité des besoins. Afin de garantir une réponse adaptée, le demandeur peut être contacté par les évaluateurs lors de l'étude de leur dossier. Ce contact se fait soit par téléphone ou lors d'une invitation à participer à une équipe d'évaluation territoriale. Cette instance, en présence d'acteurs locaux, se déroule chaque mois sur les 8 territoires du Pas-de-Calais, selon des thématiques définies. L'enfance, l'insertion professionnelle, la vie quotidienne et une dédiée aux 16-20 ans. En 2024, ces instances ont invité 1762 personnes à s'exprimer sur leurs besoins et leurs souhaits. Alors, dans cet épisode, nous allons découvrir le parcours d'un jeune accompagné par le service évaluation de la MDPH. Tout d'abord, bonjour Simon. Bonjour. Vous avez un droit actif à la MDPH. Et bonjour Maria. Bonjour. Vous êtes évaluatrice chargée d'insertion professionnelle. Tout à fait. Simon, je me tourne vers toi tout d'abord. Comment as-tu vécu ton entretien lors de l'évaluation de ton dossier ? Alors, j'ai eu un entretien, donc mon dossier était passé dans un premier temps, et j'ai eu un entretien après en évaluation pour un recours de dossier. Et c'était une étape importante et avec des personnes qui sont quand même bienveillantes dans la plupart du temps. Donc toi, Simon, comment a débuté ton parcours au sein de la MDPH ? Alors, je suis à la MDPH depuis l'âge de mes 9 ans. J'ai eu donc l'AEH dans un premier temps. Et après, une fois qu'on a 20 ans, on passe au niveau adulte. Et j'ai attendu un petit peu de temps avant de refaire un dossier, car j'étais en études. Et une fois mes études terminées à cause du handicap, je me suis tourné vers la MDPH afin de compléter un dossier pour l'acquisition de l'AH et de diverses propositions au sein de la MDPH. Donc, quand as-tu été reçu par l'équipe d'évaluation de la MDPH ? En 2018, au moment de mes 20 ans. Et après, plus spécifiquement, quand mon dossier a vraiment été validé, c'était en 2021. Et donc, lorsque tu as été reçu donc en 2021 pour un entretien par l'équipe restreinte d'évaluation territoriale, as-tu le sentiment d'avoir été écouté lors de cet entretien ? Oui, là pour le coup, oui. Je peux... Parce que dans un premier temps, comme je disais, il y a eu un recours de fait au niveau de l'évaluation. Le recours a permis justement que je puisse assister à l'évaluation. Et donc, du coup, expliquer vraiment le pourquoi de la demande et ça a bien été pris en compte derrière. Est-ce que les décisions prises correspondaient à tes attentes ? Oui. Et quelles étaient tes attentes exactement ? Donc, dans un premier temps, donc, la représentation handicapée, je l'avais, mais j'avais fait la demande de réévaluation et j'avais fait la demande justement de l'AH qui avait été, c'était l'objet du recours, qui avait été refusé dans un premier temps et à la suite de l'évaluation et d'avoir été invité aussi à participer à cette évaluation, ça a été accepté derrière. Depuis, où en es-tu dans ton parcours professionnel ? J'ai parlé de MDPH également. À ce moment-là, j'ai eu une autorisation pour faire une réadaptation professionnelle. Donc, dans un centre de réadaptation professionnelle que j'ai débuté à Berck en 2021 justement. Donc de septembre à décembre pour évaluer les capacités physiques et en même temps le projet professionnel. En mars 2022, je suis rentrée au centre lillois de réadaptation pour suivre
une formation de secrétaire assistant pendant 14 mois. Et une fois la fin de cette formation, qui était en décembre 2023, j'ai cherché un peu partout pendant quelques mois, et en avril 2024, j'ai pu assister à un job dating qui s'est déroulé à Richebourg. Et j'ai rencontré beaucoup d'entreprises, dont celle de Easy Service, où je suis depuis un an et 2 mois. Comment as-tu été... Est-ce la MDPH qui t'a accompagné dans toutes ces formations ou par toi-même? Pour la formation en elle-même, oui. Donc au centre de réadaptation professionnelle, que ce soit à Lille ou à Berck, c'était par le biais de la MDPH. Pour le job dating, ça a été un coup de pouce et puis un peu le destin, car à l'époque, ma mère travaillait en agence d'intérim. Et donc, sa collègue a mis sur la table le job dating de Richebourg. Elle m'en a parlé, j'y suis allée et ça s'est fait comme ça pour la suite. Maria, tu es évaluatrice chargée d'insertion professionnelle à la MDPH. Quel est ton rôle? Alors oui, je fais partie de l'équipe d'évaluation adulte, comme les collègues de formation médicale. Nous sommes plusieurs chargés d'insertion professionnelle à la MDPH et pour ma part, je suis de formation psychologue du travail, puisque antérieurement, j'accompagnais des personnes en situation de handicap mental ou des personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle sur des arrêts de travail longs. Donc j'aide dans ma pratique quotidienne, j'aide la CDAPH dans la prise de décision et l'ouverture de droits en préparant donc les dossiers, avec toujours une collègue de formation médicale. Ça veut dire des premières demandes, ça veut dire des renouvellements, ça veut dire des dossiers d'aggravation parfois. Mon avis porte plus spécifiquement sur le volet travail. Donc le poste actuel, par exemple, est-il compatible ou non avec les conditions d'exercice, de déplacement? Est-il compatible avec les gestes et postures? La personne a-t-elle besoin d'adaptation? Je conseille également sur le volet orientation professionnelle pendant les évaluations. J'ajoute aussi que je peux orienter les usagers vers l'instance qui s'appelle l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation en insertion professionnelle. Donc j'y participe sur un territoire donné, mais j'interviens aussi en équipe pluridisciplinaire d'évaluation pour les 16-20 ans. Donc ça veut dire l'âge, on va dire, de transition entre l'école et l'entrée sur le monde du travail. Donc pour résumer un petit peu ce que je suis en train de dire, mes missions, c'est accueillir, c'est évaluer et puis c'est accompagner. Simon a été reçu en équipe restreinte territoriale. La MDPH organise également des équipes pluridisciplinaires d'évaluation. Quelle est la différence? La différence se tient dans le format de l'équipe. En EPE, donc classique, il y a toujours 2 membres au minimum de la MDPH, plus des institutions partenaires qui sont impliquées dans l'EPE et qui délivrent des décisions. En équipe restreinte, les entretiens se font entre personnes de la MDPH. Donc, un évaluateur médical plus un chargé d'insertion professionnelle. Donc, Simon a été reçu dans un format, on va dire peut-être moins stressant que ce que peut être une EPE. Il peut y avoir parfois 8 interlocuteurs autour de la table. Quand l'usager se présente seul, c'est pas forcément l'expérience la plus évidente pour lui. Maria, tu es amenée à rencontrer des demandeurs. Pourquoi ces instances d'évaluation sont-elles importantes pour l'étude des dossiers? Alors, ce sont des temps de rencontre extrêmement importants. On voudrait inviter tout le monde, mais matériellement, c'est infaisable. C'est important dans le sens où ces temps-là d'évaluation permettent d'objectiver les situations des personnes présentes. Ce sont des espaces de parole, et je pense que Simon l'a très bien dit, des espaces de parole pour l'usager, qui peut ainsi avoir donc un interlocuteur MDPH face à lui, plus d'autres interlocuteurs. Il est accueilli, il est entendu dans sa vie quotidienne, sa vie scolaire, sa vie professionnelle, le cas échéant. Nous répondons aux interrogations, aux questions, aux préoccupations en lien avec le handicap.
et proposons à la CDAPH les accompagnements les mieux adaptés pour la personne concernée. Donc je dis c'est un moment précieux parce qu'il permet d'évaluer dans sa globalité la situation de la personne pour, je dirais, répondre encore de manière encore plus fine à ce que donc la MDPH pourra délivrer comme droit au plus juste. Par exemple, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, oui, mais pour quelle durée? Par exemple, une orientation professionnelle, peut-être vers le milieu protégé, là où on peut travailler sur des activités encadrées dans un établissement social, médico-social, les ESAT par exemple. Je donne un avis professionnel aussi à la CDAPH pour l'attribution de l'AH, par exemple, suite à ces entretiens-là. Mais bon, il y a tellement de choses à dire que c'est vrai que ce sont des temps extrêmement importants. Est-ce que ces entretiens sont l'occasion de proposer d'autres réponses qui ne sont pas de la compétence de la CDAPH? Alors, les collègues médicales, enfin de formation médicale, ont pour habitude, par exemple, de délivrer des conseils en matière diététique, en matière de pratique sportive, en matière de réadaptation à l'effort, selon les pathologies, selon les déficiences. Des conseils en lien pour ce qui nous concerne, nous, CIP, plutôt sur les inscriptions au service public de l'emploi, mission locale, France Travail, Cap Emploi. Des informations aussi sur les entreprises adaptées, donc il n'y a pas besoin de notification pour aller vers une entreprise adaptée, mais beaucoup de personnes en situation de handicap ne savent pas qu'elles existent et ne savent pas les activités de travail concernées. Des informations aussi, par exemple, sur les dispositifs d'alternance, d'apprentissage aménagé en milieu ordinaire de travail, aussi sur des associations d'aide, de soutien aux malades ou aux personnes sur des difficultés de santé particulières. Aussi pas mal de délivrance d'informations sur les plateformes répit pour les personnes aidantes. En gros, ce que j'essaye de dire là, c'est qu'il faut toujours rester en veille sur ce qui se fait en dehors de la MDPH, parce qu'il faut connaître aussi le réseau de partenaires gravitant autour de ce que nous, on peut notifier. Donc justement, toi Simon, par rapport à ce que vient de dire Maria, d'autres réponses ont été apportées lors de ton instance d'évaluation? Le fait de partir vers une formation en milieu réadaptation professionnelle, ce n'était pas un de mes souhaits, je ne l'avais pas demandé au préalable parce que je ne connaissais pas. Et c'est lors de l'évaluation qu'ils m'ont dit qu'ils pouvaient me mettre en priorité pour justement intégrer un centre de réadaptation professionnelle. Donc suite à la formation, à l'évaluation, j'ai eu le papier avec les décisions. Et donc dans la décision, j'avais bien l'RQTH qui était bien là. J'avais l'AH qui avait été mise avec un rappel parce que j'avais fait mon dossier un an avant. Et donc la formation en centre de réadaptation professionnelle qui a été mis même en ultra priorité. Parce que le but c'était vraiment une remise à l'emploi et non repartir dans quelque chose où je me serais peut-être perdu physiquement et aussi où ça allait être compliqué. Nous sommes dans une démarche d'évaluation globale à la MDPH et à ce titre, effectivement, il faut qu'on soit en mesure de préconiser les dispositifs les mieux adaptés, même si peut-être ils n'ont pas été demandés ou la personne n'a pas pensé à imaginer un parcours, par exemple, de formation qualifiante comme l'a fait Simon. Ça, je ne connaissais pas du tout. La formation qualifiante, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que en passant par MDPH, je pouvais l'intégrer. Et l'avantage aussi du centre de réadaptation, où en plus, c'est pas une perte de temps, ni on n'est même pas mis en danger, entre guillemets, parce que lors de cette formation, on a une rémunération aussi. Et ça, il faut aussi l'expliquer. C'est une rémunération par rapport à nos anciens fiches de paye. Si jamais on a travaillé et que d'un coup on se retrouve avec un handicap, ou comme dans ma situation, j'étais au minimum parce que j'avais jamais travaillé, j'avais fait que des études, mais en tout cas c'est intéressant de le dire parce que ça peut aussi aider les personnes. Après, par rapport au centre, il y a aussi celui de Valenciennes
que j'avais été visiter. L'avantage aussi du centre de Berck et de Lille, qui n'est pas de Valenciennes, c'est qu'il y a de l'internat. Donc l'avantage aussi, que les personnes, s'ils sont un peu loin ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux tous les soirs, il y a un internat qui est préconisé également. Donc justement, lors de cette instance d'évaluation, tu as eu des propositions donc, de la part de la MDPH. Comment ça se passe ensuite pour ton inscription dans ce centre justement? C'est toi qui dois faire les démarches? Alors oui, ce qui se passe, c'est la MDPH fait la demande. Ensuite, moi du coup pour Berck, je suis allé donc au centre avec la décision de la MDPH en montrant donc que je pouvais y rentrer. À l'époque, c'était encore particulier parce qu'on lui demandait un test PCR. Comme c'était en plein Covid, c'était aussi particulier. Ensuite, une fois la formation, ou en tout cas la préorientation, dès que le projet est finalisé, stable, et que la formation qualifiante est mise en place, là, nous, de notre centre, on ne fait plus rien. Après, c'est le centre qui se met en accord avec l'MDPH pour avoir la décision de la formation. Et après, eux, dès qu'ils ont la décision, ils l'envoient au centre, comme là pour moi c'était à Lille, ils l'envoient directement au centre lillois, où mon arrivée est programmée et j'ai une réponse, je dirais 1 mois ou 2 mois après, où j'ai un courrier en me disant que tel jour, je suis attendu au centre lillois à Lille, du coup, pour l'entrée en formation. D'accord, et donc la formation a duré combien de temps? Donc, j'ai 14 mois, donc de octobre 2022 à décembre 2023, avec 6 mois de remise à niveau. C'était une remise à niveau, alors j'en avais pas forcément besoin parce que j'étais quand même à l'aise dans certains domaines, mais qui aide beaucoup. Donc finalement, j'ai eu 6 mois de plus. Ce qui est important de dire aussi, c'est que quand un usager s'en va sur un parcours d'orientation ou de formation qualifiante, la MDPH réceptionne les bilans. C'est-à-dire que l'organisme de formation demande l'autorisation aux stagiaires usagers de transmettre, et donc nous pouvons de fait revoir des situations au besoin. Sinon, si les choses restent fluides comme pour Simon, effectivement, les nouvelles données sont intégrées au dossier de l'usager. Simon, tu as eu une adaptation au niveau de ta formation, au niveau de tes horaires de travail? Alors, pendant la formation, donc en préorientation, c'était autrement. Parce que c'était vraiment beaucoup de tests tous les jours, même s'il n'y avait pas forcément d'adaptation. Mais au centre lillois, j'ai pu... alors, c'est l'avantage des centres d'adaptation, c'est qu'il y a un médecin, des infirmiers, des kinés, quand le centre le peut. Et c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est très importante et qui est très à l'écoute. Et pour le centre lillois, j'ai eu une ergothérapeute qui était passée dans mon centre de formation avec l'infirmière. Et donc, du coup, elle a pu évaluer un peu ma posture aussi au niveau du travail. Donc, j'ai eu un siège ergonomique pour la formation. Alors, au niveau des bureaux, ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce que c'était des bureaux c'était un bureau et on était 2 sur un bureau. Donc, ils ne pouvaient pas mettre le bureau en alternance assis debout. Mais je vais faire un parallèle avec le travail aujourd'hui. Ça fait 1 an, j'ai revu une ergothérapeute au niveau alors c'était de Pôle emploi à ce moment-là, pour justement au niveau du boulot. Et j'ai le même siège ergonomique que j'ai eu en formation. Ils m'ont montré en fait, j'ai pu expliquer le fauteuil que j'avais à ce moment-là, qui était très bien. Et ils m'ont dit, on peut avoir le même. Donc j'ai eu le même fauteuil. Et ainsi qu'un bureau en alternance assis debout qui m'aide au quotidien. Maria, en EPE, il y a des partenaires, enfin lors des instances d'évaluation, il y a des partenaires de la MDPH. Qu'apporte le concours des partenaires à l'évaluation? Alors, ces instances regroupent, jusqu'à présent, donc des représentants de la MDPH, des représentants du service public de l'emploi, donc mission locale, France Travail, Cap Emploi,
des représentants du milieu protégé, donc des ESAT, la médecine du travail, les représentants des organismes de formation de réadaptation professionnelle, généralistes ou spécialisés. Donc le fait d'avoir tous ces professionnels autour de la table fait qu'on a un regard croisé sur une situation donnée et on est sur un regard partagé dans, on va dire, les décisions, les propositions qu'on peut transmettre à la CDAPH. Ça veut dire encore plus de justesse en fait dans les mesures, dans les prestations, dans les dispositifs qu'on peut mobiliser pour une personne en particulier, puisque chaque personne a son parcours, tous parents, tous différents. Toutes ces décisions-là, bien évidemment, encore une fois, sont retransférées à la CDAPH qui, elle, prend les décisions au final et envoie les notifications donc à l'usager dans le mois qui suit. Une fois que ces instances d'évaluation sont faites, quel est ensuite le suivi, enfin la relation qu'il y a entre l'équipe qui a convoqué par exemple là, Simon, quelle est la suite du parcours pour son insertion professionnelle? Alors nous sommes un organisme qui attribue des droits, ça veut dire que des notifications sont transmises à, par exemple, Simon, qui a eu des propositions en matière de formation. On a récupéré les bilans d'immersion, les bilans de préorientation, les bilans de sa formation qualifiante. Ça veut dire que le suivi se fait presque en temps réel, selon la progression de l'usager. Après, il arrive également qu'on puisse délivrer, par exemple, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé toute seule, et sans limitation de durée. Dans ce cas, il n'y a pas forcément de suivi du parcours de l'usager. Tout dépendra de sa situation, des étapes qu'il aura à franchir et surtout du plan d'action qui a été décidé avec lui, conjointement, lors donc des entretiens qu'on a ensemble. Sur quels critères le service évaluation décide d'inviter la personne en instance d'évaluation? Il y en a de nombreux. Ils sont nombreux parce que il peut y avoir par exemple un dossier, une personne qui a chez nous des droits ouverts depuis peut-être 15 ans, qui n'a jamais été rencontrée. Là on se dit peut-être qu'il faudrait faire un point d'étape et voir à un instant T si les préconisations sont toujours efficientes ou s'il y a d'autres choses qu'on puisse lui proposer pour l'accompagner. Ça peut être par exemple à l'âge charnière des 20 ans, à se dire la personne, le jeune a eu de l'AEH, est-ce que selon les critères d'attribution de l'AEH adulte, il en relève ou est-ce qu'il n'en relève plus? Donc là, c'est l'occasion aussi d'expliquer les choses, d'expliquer pourquoi à un moment donné ça peut s'arrêter ou pourquoi cela peut être poursuivi. Après, ça peut être aussi des situations où on a un doute. On se dit peut-être que cette personne relèverait, alors c'est un gros mot que je vais prononcer, d'une restriction substantielle, durable, d'accès à l'emploi. Ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, cette personne pourrait également bénéficier de l'allocation adulte handicapé un temps pour pouvoir ensuite repartir sur une activité professionnelle, ne serait-ce que par exemple à mi-temps, 3/4 temps ou idéalement à temps plein. Donc les critères sont nombreux et ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait on a une session par territoire et par mois d'accueil public. Donc on a l'opportunité, on a eu je crois l'opportunité d'accueillir près de 800 personnes l'an dernier sur ces EPE. Moi là où j'ai été reçu et le pourquoi aussi, c'était justement à la charnière des 20 ans. Parce qu'au moment des 20 ans, mon taux a été baissé, donc du coup, j'avais plus le droit à l'allocation. C'est pour ça que j'avais fait la demande et la fameuse phrase de restriction substantielle ou durable à l'accès à l'emploi. Moi, dans un premier temps, on m'a dit que je n'en avais pas. Je n'avais pas de restriction à cet accès à l'emploi. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, l'AH avait été refusé. En tout cas, que l'AH, parce que la RQTH avait été acceptée, et le CRP, donc le centre de réadaptation, avait été accepté. Donc c'est là où j'avais fait le recours pour justement discuter de ça. Parce que par rapport, je dis pas que je peux pas travailler, c'est pas le mot, mais c'est dans le sens où
dans mon handicap, c'est plus la vision des autres et la vision des directeurs ou directrices d'entreprise qui peut avoir un impact sur l'accès à l'emploi. Et donc, dans un premier temps, on me l'avait accordé parce que c'était plus dans le sens où pour subvenir à mes besoins, dans un premier temps, et pendant la formation, pour avoir un petit plus au niveau entre la rémunération du CRP et l'AAH, pour avoir un minimum quand même pour vivre. Et là où ça a été, pour ma part, marrant, entre guillemets, c'est que une fois que j'ai eu le travail, donc en avril 2024, je devais refaire mon dossier à ce moment-là, au même moment à peu près. Parce que ça faisait 1 an, j'avais eu la meilleure idée de refaire mon dossier au moment où j'étais en stage à l'MDPH. Mon dossier avait été refait à ce moment-là. Donc 1 an après, j'avais dû le refaire parce que j'ai vu l'AAH que pour 1 an. Et donc à la suite de l'entrevue, donc j'ai refait mon dossier normalement. Ce que j'ai juste rajouté, c'est que j'ai mis toutes mes demandes d'emploi, toutes mes recherches, j'ai tout fait, j'ai tout mis. Et une fois donc j'ai eu le travail, j'ai eu la décision. Et en fait, dans la décision, les 3 points principaux, c'est pour une formation qualifiante, donc un CRP, c'est à durée indéterminée. Ma reconnaissance scolaire handicapée est à durée indéterminée. Et mon allocation adulte handicapé qui était renouvelée, qui avait été de 1 an, renouvelé 1 an, a été mis pour 3 ans. Donc là, je l'ai jeté en 2027. Et après, comme aussi on me dit toujours, ça ne coûte rien de refaire le dossier. On ne sait pas ce qui peut arriver, donc autant refaire le dossier pour pouvoir dire des choses. Alors oui, les MDPH sont dans une logique de simplification pour les usagers, ce qui veut dire qu'on peut effectivement, dès lors que le handicap n'évoluera pas, on peut attribuer une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Le taux pourra évoluer, ce qui veut dire que l'usager pourra quand même monter un dossier si jamais il a besoin d'autre chose, mais au moins de ce point de vue-là, il est sécurisé. C'est pareil, on n'en a pas parlé pour le moment, mais nous attribuons également des cartes de priorité, des cartes de stationnement, des cartes d'invalidité. Tous ces outils-là d'aide au maintien de l'autonomie peuvent être également attribués sans limitation de durée dès lors que la situation de santé le justifie. Ce qui veut dire que potentiellement, effectivement, on arrive à des situations pour lesquelles des dossiers ne seront pas déposés. Ce qui veut dire aussi que peut-être on pourra à un moment donné accueillir plus de personnes encore, ou chez nous, ou à proximité de chez eux. Simon, en tant que demandeur, trouves-tu que c'est important d'être reçu en instance d'évaluation ? Je trouve que oui, parce que dans un premier temps, c'est sur format papier. C'est par rapport à un dossier qu'on monte. Maintenant, le fait de voir la personne, on ne peut pas mieux retranscrire un handicap qu'en le voyant. Donc, par papier, sur un dossier, on peut écrire tout ce qu'on veut. C'est pas matériel, c'est pas factuel. Le fait de le voir, de l'entendre dire, ça apporte un côté beaucoup plus fort et ça explique beaucoup de choses et ça peut aussi apporter d'autres réponses qu'on ne peut pas forcément donner sur des dossiers. Pour conclure votre témoignage à tous les deux, un mot pour définir la MDPH, Simon. Opportunité et je dirais aussi bienveillance. Maria ? Moi je dirais accompagnement. À tous les deux, un vœu pour la MDPH pour encore les années à venir. Encore plus de personnes qui pourraient être aidées. Oh, mais moi je formulerais le vœu de plus de proximité encore, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode et merci à toutes et tous de nous avoir suivis.